plaisir d'avoir ce soir une grande voyageuse. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Du magazine Antilla. Ça va bien? Ça va. De longs voyages, de longs déplacements. Oh, des petits aussi. Mais tu vas te calmer un petit peu, tu vas donner moins d'argent un petit peu aux compagnies d'aviation. Mais pour non. rester un petit peu dans ton pays. Mais non, il faut absolument voir ce qui se fait à l'extérieur. C'est un bonheur aussi de rentrer. Et d'être avec nous. Oui. Merci messieurs. Monsieur Gouachi. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va parler de l'actualité, du Grand Assemblée, on va parler de la statue de Lapmont, on va parler de tout ça. Tout à fait. On a le temps. Et je voulais simplement dire que j'ai rencontré cette semaine encore de nombreux téléspectateurs qui nous encouragent, et bien sûr avec des suggestions, mais qui nous encouragent à poursuivre dans la méthode que nous avons. Et quelle est cette méthode? Expose-la. Eh bien, les gens apprécient d'abord, je pense, le fait qu'on essaie d'expliquer d'abord, de donner des clés de compréhension des différents sujets qu'on traite, que nous faisons des échanges qui peuvent quelquefois être contradictoires, mais pas polémiques, pas dans le mauvais sens du terme, la polémique au sens de l'ennemi. La vraie polémique. Chacun ses références. Oui, absolument. Et puis, ils apprécient aussi de temps en temps cette pincée d'humour typiquement martiniquaise. Je confirme. C'est ce que je retiens. Parce que le reste, c'est facile. Mais avoir de l'humour martiniquais, c'est pas donné à tout le monde. Ah non, on cherche à avoir l'humour d'ailleurs. Ouais. Monsieur Barajo. Je suis très content d'être là. Et je confirme les propos tenus par mon ami Michel. Je suis moi aussi victime de félicitations que je dois vous retransmettre. Qui ne me sont pas destinés, mais qui sont destinés à l'équipe. Moi, on me dit beaucoup de bien à Galion. On me dit qu'il est très documenté. Mais pourquoi il est bougon comme ça? On me dit ça tout le temps. J'ai dit, c'est sa personnalité, chacun comme il est. Il est bougon, mais il est bon. Moi, ce que je dis. Ça va, Gabriel? Très bien, Gérard. Tu vas bien fâcher quand on dit, Tu veux que je me fâche? Non, je plaisante. Une équipe de scientifiques français a trouvé la réponse au mystérieux bourdonnement provenant de la Terre. Ça, c'est les genres de sujets que je prends. Vous avez compris la méthode. Ce phénomène est dû au ressac des vagues sur les fonds marins du plateau continental. Mais d'où provient ce signal persistant et continu à basse fréquence enregistré en permanence par les réseaux mondiaux de sismomètres? Une équipe de recherche française publie une étude dans Geophysical Research Letters et une certaine Eleonore Stutzman de l'Institut physique du globe explique que certaines vagues, que l'on appelle infragravitaires, parce qu'elles sont bien plus longues que les autres, c'est-à-dire de très basse fréquence, interagissent avec le talus continental et sont responsables de ce bourdonnement. Alors, à quoi ça peut servir ce que je vous ai raconté là? C'est toujours la chute. Eh bien voilà, d'abord de comprendre ce que l'on observe. Oui, c'est ça la science. De déterminer la source de signaux mystérieux. Ces ondes infragravitaires sont associées aux très fortes tempêtes. Il est intéressant de connaître leurs propriétés pour des questions de submersion marine, d'agitation portuaire, on y vient, nous sommes une petite île, donc c'est pas si rigolo que ça. Ça, c'est pour les gens de Grand Rivière, ça. De glace en Antarctique, de fragilité des lignes de mouillage, pour la mesure du niveau de la mer, pour améliorer les techniques d'étude des propriétés de terre solide. Vous voyez, comme on a un truc anecdotique, nous, petit îlot, machin perdu, on peut être concerné. On a fait des progrès depuis Cro-Magnon. Hein. On a fait des progrès, ouais. on a fait tous les jours. C'est l'occasion d'observer qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne s'explique pas à un moment donné, et auxquels on a donné des explications irrationnelles. Complètement farfelues. Et c'est l'occasion d'appeler à améliorer notre culture scientifique. Et à faire reculer C'est exactement l'ignorance. C'est exactement la raison pour laquelle chaque fois je vous donne une petite anecdote, soit technologique ou soit pour montrer qu'il y a autre chose que le sexe. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est d'actualité quand on pense au tremblement de terre qu'il y a eu au Népal, sachant que c'est le dernier tremblement de terre qu'il y a eu sur une série de 4 ou 5 dans les heures qui ont précédé. Absolument. Donc tout est lié. Plus encore d'actualité, c'est 1er mai, mobilisation contre les attaques antisyndicales et les acquis sociaux des travailleurs.
Notre spécialiste du football dit que c'est un grand pont. Pour riposter aux actes de vandalisme perpétrés contre le buste de Victor Lamont, mais aussi aux attaques contre les acquis des travailleurs, le PCM invite à se rassembler devant la maison des syndicats le 1er mai à 8h30. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais excessivement choqué. Choqué parce qu'il y a un imbécile, un crétin, un fou, qui est allé saccager la statue de Victor Lamont qu'on connaissait à la fin avec son petit tremblement. Moi, j'étais vraiment dit, mais où est-ce que la bêtise humaine ira? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Alors voilà, alors deuxième réaction. Est-ce qu'il sait qui c'est? Pourquoi Michel et ses amis sont allés coller ça à la situation des travailleurs? C'est en soi suffisamment grave, vous ne pas aller mettre ça sur le dos comme si c'était des patrons qui auraient commandité. Moi, vous diminuez la compréhension d'un phénomène, d'une action qui est tellement folle et idiote qu'il vaut mieux la comprendre. En elle-même, elle est tellement énorme. Moi, c'était pas la peine d'essayer de la coller à une idéologie, à un acte. Bon, c'est mon avis, en fait. Bon. Oui, alors, bien sûr, on peut avoir cette lecture, mais j'étais sur les lieux. Alors, non seulement la statue a été enlevée de son socle, déplacée, elle a été maculée d'une espèce de peinture, de crève. Et puis surtout, il y avait 2 plaques sur le socle. Hein. Et la plaque qui disait qui était Victor Lamont et qui spécifiait qu'il a été le premier président de la Caisse générale de sécurité sociale dont elle a été un ardent défenseur, elle a été carrément arrachée. Ah bon. Donc l'acte n'est pas simplement un acte imbécile, et d'autre part, je ne peux pas ignorer que depuis à peu près 3 ou 4 semaines, il y a quand même un débat extrêmement vif dans les médias sur les conflits sociaux. Il y a des organisations patronales qui ont même parlé de crimes économiques. Bon, des hommes politiques qui ont dit qui ont déploré l'inaction du préfet ou des politiques. Et puis, même d'autres hommes politiques ont dit que les conflits sociaux actuels étaient des manipulations politiques de certains partis politiques dans la perspective de l'élection de la collectivité territoriale. Donc, d'une certaine manière, nous ne sommes pas loin de penser que ce climat a quelque part armé le bras des imbéciles dont tu parles. Tu vois, mais... D'accord. Vu comme ça, c'est déjà différent de ce que j'ai pu lire et de ce que vous avez pu exprimer, mais enfin... Alors, dans l'édito de justice de cette semaine, c'est expliqué de manière plus explicite qu'un communiqué, qui est nécessairement lapidaire. Oui, qui colle de choses qui, à mon avis, on ne reste pas trop longtemps sur ça. Je voudrais parler d'une chose qui commence à me fatiguer, c'est la situation de l'hôtellerie et puis le Marouba, et que j'ai qualifié de Marouba au plus bas. Moi, vous savez, bon, Marouba, ils étaient en question judiciaire, ils n'ont pas pu faire face à leurs obligations pendant la période d'observation, pendant la période de redressement, donc mécaniquement, la loi contraint à liquider. Moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que les dirigeants, les gouvernants, les économistes qui mènent cette communauté avec plus de 50 000 chômeurs sont crétins au point de ne pas comprendre qu'il faut faire quelque chose, quoi. Et que la seule industrie qu'on peut avoir, c'est le tourisme. Et est-ce qu'il pourra ne pas privilégier, il y a assez de cerveaux, de polytechniciens de ces gouvernements-là, tous ces gens qu'on leur voit venir avec leurs costumes, leurs cravates. Il y en a trop, ça s'élimine pour dire mais on va faire quelque chose, on va faire une sorte de plan Marshall et c'est pour tout l'outre-mer. On va essayer d'enlever ces taxes, ces charges, on va faire. Il y a 120, je finis. Il y a 120 familles. Alors, 120 familles au chômage qui vont toucher le chômage. Mais si vous ne touchez pas la sécurité sociale et les charges qui pèsent sur l'opéra, est-ce qu'on n'y gagne pas? Et puis ils travaillent, et puis ils consomment. Enfin, je suis excédé, donc je ne suis pas rationnel dans l'expression de mes idées. Eddy. Non, mais je pense qu'on est quand même progressivement à la veille de changements majeurs. On n'est plus dans une situation où on peut laisser les choses continuer. Et à mon avis, il y a des réflexions en cours, il y a de nombreuses réflexions dans tous les camps, mais surtout au gouvernement pour changer. Il y a des gens qui changent de monde, d'aller sur de la rupture économique, etc. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, ce qui est valable pour un continent ne peut pas l'être sur des petites superficies. Ça, c'est impossible. Et que pour développer des petits territoires et permettre la survie, parce que bon, c'est pas la peine de penser qu'on va être un jour des riches et opulents et puissants sur 1000 km², il faut arrêter de rêver. C'est
de dire que les règles qui sont valables sur les petits territoires doivent être avantageuses, particulières, différentes. Voilà. Je ne vois pas l'homme des prémices. Non, ça existe. Oui. Ça existe. C'est le secret des dieux. Non, mais il y a des réflexions qui existent. Non, il y a des articles qui vont sortir ou qui sont sortis. Il y a quoi, grosso modo? Il y a une première piste qui est en train d'être examinée par pas mal de gens, y compris François Hollande, qui est celle de dire, ce qui marche en France, en Corse par exemple, et c'est ça qui est terrible en Corse et dans les Ardennes, c'est-à-dire zone franche globale, on va y aller. Il faut y aller tout simplement parce que l'analyse économique est extrêmement simple. Et tu le disais, des gens qui n'ont pas de taxes, c'est-à-dire impôt sur les sociétés, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes patronales, baisse par exemple des cotisations salariales, les salariés baissent des cotisations salariales, consomment davantage que quand ils sont confrontés aux règles, et la consommation permet de récupérer les sommes qu'on donne d'une main, qu'on les rattrape de l'autre. Bon, ça, c'est en cours. Alors, il y a une deuxième région dont on parle jamais et qui vit ça de manière exemplaire et qui en profite, ce sont les Ardennes. La région des Ardennes, il y a 300 villes, 300 communes, il y a 0 taxe. Et là, effectivement, tu as raison, il faut gueuler, il faut taper du poing devant. Chaque fois qu'on a des parlementaires, nos parlementaires, en leur disant, attendez les mecs, les parlementaires corses ont réussi à avoir ça, les parlementaires des Ardennes ont réussi à avoir ça, et puis nous pas jamais qu'à poser question, ne serait-ce que poser la question. C'est tout. Qu'on se rattache aux Ardennes. Qu'on annexe les Ardennes. Aux Ardennes, Michel. Mais j'insiste bien, qu'on n'aille pas dire que je suis un fanatique de la zone franche globale. Il y a deux choses, c'est enlever les taxes et baisser les cotisations salariales, pas patronales, salariales, parce que les patronales, il ne reste presque plus rien à enlever de toute façon, salariales pour relancer la consommation. Bon, alors, je pense que l'idée qu'il faut avoir des réglementations spécifiques dans un... Alors, je dis dans un pays. Dans un pays différent. Alors, qui par ailleurs... On est d'accord avec la notion de pays différent. Oui, et puis on s'en fout. Maintenant, le drapeau, le pays, la nation, on s'en fout tout ça. C'est va nous manger, va nous vivre. Et puis, non, le mot pays est accepté. Ça, on a fini avec le mot pays est accepté. Oui. Il a fallu se battre pour qu'il soit accepté. Oui, bon, mais... Bref. Mais, avançons, Michel, avançons. Non, mais c'est lui qui m'a interrompu. Donc, l'idée qu'il faut des règles spécifiques, ben, c'est tant mieux si maintenant tout le monde est d'accord. Parce que pour dire cela, il y a des gens qui ont été en tôle. Oui. Okay, bon. C'est vrai. Alors, deuxièmement, l'idée qu'il faut des taxes moins élevées, depuis un certain ministre qui s'appelle Perben, et même Ponce. Ponce, ça a été la défiscalisation, Perben, ça a été les exonérations de charges sociales. Et Girardin est allé plus loin. Bon. Le problème, c'est que quand on demande d'aller plus loin, qu'est-ce que disent les ministères, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient sarkoziens, disent, et la Cour des comptes dit, ces mesures, il n'est pas prouvé que ces mesures sont efficaces. Et c'est vrai que les hôtels en question, pas tous, jusqu'à ce que, en 2004 à peu près, que ça marche, eh bien ils n'ont pas réinvesti. Voilà. Ce qui veut dire que le fameux théorème de Schmitt, qui consiste à dire que les profits d'aujourd'hui, puisque c'est l'augmentation du taux de profit en fait, sont les investissements de demain, et que les investissements de demain sont les emplois d'après-demain, mais ça ne fonctionne pas nécessairement. Ouais. Et, bon. Donc il faut trouver autre chose. Ouais. Alors, c'est l'idée que tout avantage, c'est de plus en plus dans tous les courants politiques, y compris à droite, contrepartie. Autrement dit, la collectivité... Non, on a compris. Voilà. Nadia, toi qui es dans le monde du travail, de l'emploi... Non, mais moi je voudrais revenir à l'aspect tourisme et hôtellerie, les deux étant liés. Oui. Pour la question du tourisme, on n'a pas de projet et de produit touristique. La Martinique n'est pas un produit touristique unique. Ça, je pense que c'est un premier frein
au développement et de façon qu'il y ait... Qu'est-ce qu'il y a de produits touristiques Eh bien, on a bien l'exemple sur le tourisme, parce qu'à côté de la faillite du Marouba, tout ce qui est l'hébergement de proximité, les gîtes, etc., ils n'ont aucun problème. Au contraire, ça fonctionne très bien chez eux. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'hôtellerie qui a un problème, ce n'est pas le tourisme, puisque ce tourisme-là, il fonctionne. Pas le tourisme, c'est l'hôtellerie qui a un problème, tu voulais dire. Mais les deux sont liés. Oui. Puisque derrière ça, si ça marche pour ce type d'hébergement, qui est donc une forme de tourisme, qui répond à un certain tourisme, c'est-à-dire qu'il y a celui-là, cette forme-là, ça marche. Donc, à côté de ça, la Martinique, elle table sur quoi? Est-ce que c'est le tourisme de masse, auquel cas on est en pleine concurrence, en concurrence directe avec toutes les autres îles de la Caraïbe, qui effectivement n'ont pas les problèmes que vous avez soulevés en termes de taxes et de coûts structurels. Là, on a vraiment parler du Marouba, c'est une chose, mais pour moi, ça met vraiment en face toujours la même chose. De quoi parle-t-on? La Martinique, est-ce que c'est un produit? La Martinique se vend comment? Sur quel marché? Qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle est pour le tourisme de masse? Au contraire, est-ce qu'elle est pour un tourisme plus élitiste, de luxe, qu'importe? Et auquel cas, les infrastructures devront suivre. Mais il faut qu'au départ, il y ait quelque chose qui soit cohérent. All right. Gabriel Gagnon, avez-vous des idées sur ça? De plus. Tout a été dit? Non, mais quasiment été dit. Simplement, c'est que je crois qu'il faut revenir à la notion de départ. On a décidé de faire du tourisme le segment économique premier de la Martinique depuis la chute ou la disparition des usines à sucre. Tout tourisme. Le tout tourisme. Ouais. Bon, ça remonte aux années 60. Le tout tourisme, il a fallu aider le supporter par les différentes mesures d'exonération, qu'elles soient fiscales ou sociales, qu'elles soient en défiscalisation. Et il y a eu le boom. Simplement, c'est qu'à un moment, le tourisme, c'est un produit qu'on a conçu sur le court terme, alors qu'en réalité, les structures sont sur le long terme. Ouais. Le Marouba, Côte Caraïbe, c'est un hôtel qui a connu moult aventures, comme d'autres dans le sud. Les autres dans le sud qui avaient un taux de remplissage et une activité beaucoup plus dense que le Marouba ont fermé. Je pense à quelques structures sur Sainte-Anne. Le Marouba a résisté. Il a résisté comment? Ceci étant, ça fait 1 an que la situation sociale est arrivée. Aujourd'hui, il ferme. Bon, il va fermer. Du moins, il est en situation de liquidation. Oui. Cela pose la question de tous ceux qui disaient qu'il faut développer le Nord Caraïbe, il faut trouver un segment de développement du tourisme dans le Nord Caraïbe, marche pas. Il y a un petit hôtel à Saint-Pierre, qui doit avoir à peine 10 chambres, qui est là. Il ne fait pas de bruit. Mais apparemment, il a sa clientèle. Simplement, c'est qu'ils ont trouvé un modèle économique, puisqu'on parle de modèle économique, où ils équilibrent leur faible rentrée par rapport, ils ont des dépenses qui sont en adéquation à leur faible rentrée. La question du tourisme de masse. On a construit des hôtels avec 100 chambres, mais les 100 chambres, ça fonctionne un temps, il faut les remplir. Est-ce que c'était ce modèle-là qu'il fallait mettre là? Aujourd'hui, nous posons la question. À l'époque, il était fait, la question ne se posait pas. Donc en fait, on a des questions de temporalité qui se posent par rapport à une décision prise à un moment donné. Zone franche, défiscalisation, exonération sociale, baisse des cotisations salariales, etc. Ce sont des outils qui aident à la gestion. Mais la gestion à court terme et non à long terme. Il y a des choix à faire, tu veux dire, il y a des choix de modèles. Il y a un moment, c'est qu'il y a des modèles à faire, mais où il faut aussi donner la possibilité à la décision qui est prise en termes de modèle de support, il faut donner la capacité d'adaptation, d'une adaptation par rapport au contexte du moment. All right, très bien. Deux minutes. Hein, oui, 30 secondes. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que les îles, les petits pays ont besoin de ce que moi j'appelle un avantage déloyal. Déloyal par rapport aux grands ensembles. Aucune île ne va se développer et survivre si elle applique des règles qui valent pour les continents. C'est ça qu'il faut dire. Il faut une discrimination positive. Une discrimination positive, tout à fait. Fin mars, on dénombrait 44 727 chômeurs de catégorie A. Ouvrez vos oreilles. Alors, catégorie A, ce sont ceux qui n'ont pas travaillé dans le mois. Ça représente une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent. On remarque que chez les moins de 25 ans, c'est quand même intéressant, la tendance est à la baisse avec moins 0,6% sur un mois. Epsilon, il n'empêche que c'est quand même une tendance intéressante. Ouais. Les 50 ans et plus, qu'apprend fait? Ils sont particulièrement touchés avec 1% d'augmentation sur un mois. Concernant le chômage de longue durée, c'est là qu'il y a le bobo.
Il baisse légèrement de moins 0,2% entre février et mars. Mais sur un an, au global, le nombre de personnes inscrites au Pôle emploi depuis plus d'un an a augmenté de 2,8%, ce qui est beaucoup à mon avis. Au total, quand on additionne les différentes catégories de chômeurs, la Martinique compte 58 026 demandeurs d'emploi au mois de mars. 58 000. Soit plus 0,2% par rapport à février. À préciser quand même que tout côté, tout partout, Guadeloupe, Guyane, Elle a augmenté. et puis va augmenter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une fatalité du chômage? Est-ce qu'il y a une vérité du chômage? Dans les chiffres? Ouais. Oui. Mais admettons que tu réduises les chiffres, mais ça reste quand même important. OK. 58 000 en catégorie A. Au total. ABCD. Total. ABCD. ABCD, au total. ABCD. Non. D'abord, il y a au moins une observation qui a été faite par le ministre de l'Emploi, M. Kepsamen, commentant les chiffres de la France. C'est à peu près le même taux d'augmentation sur un mois, un peu plus élevé sur un an. Il a dit, attention, il y a une volatilité des chiffres mensuels du chômage. Ce qui est vrai. C'est pourquoi il ne faut pas faire comme on a fait du côté de Plateau-Roi il y a 2 ou 3 mois, quand le chômage a diminué sur un mois, de crier victoire. Bon, en réalité, ce qui est véritablement inquiétant, c'est que le fait que depuis mars, depuis février, ça fait 2 mois successifs où ça a augmenté, donc c'est déjà... Donc, c'est plus seulement une question de volatilité. Aussi bien chez les chômeurs qui n'ont aucun emploi, c'est-à-dire, pour prendre le langage de Pôle emploi, c'est les chômeurs de catégorie A, et y compris les autres chômeurs qui ont un petit emploi. Bon. Donc on est aux alentours de des chiffres, je ne vais pas les répéter, pour ne pas alourdir. Et puis surtout, il y a le fait que, le nombre de personnes qui rentrent augmente, et le nombre de personnes qui sortent de Pôle emploi. Donc, il ne faut pas raisonner seulement en termes de stock, comme disent les économistes, mais en termes de flux. Le flux. Alors, réexplique ça. Alors, je veux dire par là qu'il y a un moment donné, il y a un stock de chômeurs qui est de 44 000 et quelques. Okay. Ça, c'est à un moment donné. Mais il faut compléter cette analyse en regardant combien de gens arrivent. Or, le nombre de gens qui arrivent a recommencé à augmenter. Depuis quelques mois. Et le nombre de personnes qui sortent du chômage a diminué. Sauf le licenciement économique. Bon, sauf le licenciement économique. Alors, et puis deuxième élément. Alors, en conclusion de ça? En conclusion de cela, ça veut dire que probablement... Alors, et les premières demandes d'emploi, les premiers demandeurs d'emploi, et ceux qui sont pour la première demande, augmentent. Donc, ça veut dire que malgré... Moi, c'est inquiétant. Malgré l'expatriation massive de jeunes, il y a encore beaucoup de primo-chômeurs qui n'arrivent pas à s'intégrer sur le marché du travail. Mais eux ne pourront jamais s'expatrier. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de formation. Voilà. Quelle est la caractéristique des gens qui ne trouvent pas du travail et qui vont augmenter le stock du chômage de longue durée? Absence totale de formation. C'est ça. Plus tu es diplômé, plus tu trouves du travail. Si tu n'as aucun diplôme, tu as 10 fois plus de chances de ne pas trouver du travail. C'est ça la réalité. Tout simplement parce que les activités qui absorbaient les gens qui n'avaient pas de diplôme, il y en avait 2. Les collectivités locales, c'est fini. Et l'agriculture, mais c'est fini. Aujourd'hui, pour travailler dans l'agriculture, et le BTP. Aujourd'hui, pour travailler dans l'agriculture et le BTP, déjà, il n'y a pas beaucoup de travail, mais en plus, il vaut mieux être formé. Alors, il y a un dernier élément inquiétant, c'est aussi la collecte dans le vote. Alors, nous raisonnons toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il est clair que Pôle emploi ne maîtrise pas la totalité des offres et des demandes d'emploi. Mais néanmoins, toutes choses égales par ailleurs, la collecte d'emplois diminue, et dans les emplois collectés, ce sont les emplois précaires de moins de 6 mois qui sont les plus importants. Donc, les offres d'emploi... Ce qui est une tendance nationale aussi. Voilà. Alors, oui. Alors, ce qui veut dire qu'il y a aussi des changements dans la structure de l'emploi, c'est la précarisation. C'est-à-dire, donc,
effectivement, tu as raison de dire, on suit les grandes évolutions des grands pays, monde c'est-à-dire ce qu'on appelle les poor workers. Tu as des gens qui travaillent, mais dont les revenus ne leur permettent pas de vivre. Et dis, rappelle-moi les professions que tu dis être en quelque part en dehors de toute sanction. Tu disais, il y avait les juges, les journalistes. Les juges, les journalistes et les politiques. Alors, ok. Alors, Les journalistes sont exempts sur le sanction. Non, il n'y a pas d'organisme. Je répète ce que je dis, il n'y a pas d'organisme, on va dire, de tutelle qui peut appliquer des sanctions ou pas, vous faites de mauvais ni articles, sur les vous politiques, trompez ni les sur gens, les juges, ni sur alors, les mais journalistes. si vous diffamez, vous êtes condamné, ça va de soi. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais Non, mais diffamation. c'est Non, son opinion. attention, une diffamation. On ne discute pas les opinions. Attention, une Les diffamation. politiques ont des sanctions. Non, une diffamation. Pas quand ils se sont plantés. Non, mais attends. Pour moi, c'est pas la transgression de la loi. Ouais. Il ne s'agit pas de ça, puisque tout citoyen, quelle que soit sa profession, quand il transgresse la loi, il est. Mais une transgression professionnelle. C'est-à-dire, je transgresse la déontologie de ma profession. Alors, la famille d'Agnès Marin, violée et tuée en 2011, a adressé une lettre au Conseil de la magistrature et réclame des sanctions contre un juge qui avait remis en liberté le meurtrier condamné pour viol dans une affaire précédente. Le corps carbonisé d'Agnès Marin, 13 ans, élève de 3e au collège lycée Sévenol, un établissement privé, un bled quelconque, avait été retrouvé dans une forêt sur les indications de Mathieu, son meurtrier. Outre les violences sexuelles, l'autopsie avait démontré 17 couteaux. Je vous résume la fin. C'est un garçon qui était sous contrôle judiciaire, qui avait été auteur d'un viol et qui avait été placé dans un lycée confessionnel d'ailleurs, peu importe, mais mixte et à l'internat. Alors les parents ont dit non, c'est trop, quand même. Après 4 mois de détention pour ce viol de la Djibougla, puis vini pointichement mené dans le bois aux environs, puis brûlé, ça suffit. Ils ont estimé que, je reprends leur propos dans leur lettre, que le juge a fait preuve de manquement dans l'exercice de son métier de juge d'instruction. Finalement, Mathieu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est exceptionnel. Un mineur, il a été quand même condamné. Donc, voici un biais, c'est saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour demander de sanctionner un magistrat. Alors, quelles sont ses chances de prospérer? Mais je voulais te montrer qu'il y a des voies quand même, que nous sommes dans une démocratie où on peut quand même... Tu veux faire illusion. Tu veux faire illusion. Il y a eu le juge de trop. Il y a eu l'affaire de trop. Non, je pense que... Mais ceci dit, dans une affaire de ce genre, il faut dépasser l'émotion. Okay, parce que c'est facile, l'émotion. Quels sont les éléments que le juge en question avait qui étaient à sa disposition concernant ce délinquant, le suivi de ce délinquant? Est-ce que les personnels de l'administration... Ah oui, à te préciser que le contrôle judiciaire, lorsqu'il a été placé dans l'internat, avait été complètement lâché, relâché. Mais voilà. Donc ce n'est pas le juge seulement, c'est tout un système. Il ne faut pas faire de sarkozysme. Parce tout que à fait. Ça, c'est le sarkozysme. Ça, c'est du sarkozysme. On prend un événement, puis hop. Par contre, sur le plan statistique, chaque fois, ou quasiment chaque fois qu'on analyse une affaire de récidive, on trouve dans la plupart des cas un manquement au suivi et à la rigueur judiciaire. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu cumules toutes ces affaires et que tu sors des stats, tu te dis, ce n'est plus le hasard. Parce qu'on pourrait dire, mais c'est le hasard. Eh ben non. Et là, les parents vont s'appuyer sur ça en disant, attendez les mecs, vous êtes gentils, mais sur 1000 cas, il y a 700 cas où il y a un relâchement du judiciaire. Voilà. Et il faut changer ça. Voilà. Oui, mais il faudrait aussi pouvoir comptabiliser le nombre de fois où le juge a pris une décision qui paraîtrait peut-être folle, mais qui a été efficace, qui a permis la réinsertion. Probablement, mais tu sais, tu es mieux placé que moi pour le savoir, nous n'allons pas changer ce qui marche. Nous devons changer ce qui ne marche pas. On s'occupe des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais oui, mais c'est des vies. C'est des vies. C'est des vies. Bon, mais je voulais simplement te tisonner, toi. Continue à me tisonner. Ça nous a amené quand même à voir que les choses sont plus complexes. Oui. Et que sur ces sujets-là, sur le sécuritaire, il faut faire attention, je répète, de ne pas
ça la conception de la presse. Il ne faut pas que la presse joue sur l'émotionnel. Oula, c'est parti. Non mais Gabriel, là je permets à Gabriel de faire pas un dialogue avec toi, mais de te répondre, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Michel. L'émotionnel, Et Gabriel va t'expliquer mieux que moi. l'émotionnel forme partie du quotidien Voilà. et forme partie de l'information. Oui. Bon. Mais si, Michel. Si, ça forme partie de l'information. Il y a des journaux, il y a des journaux qui vivent et qui travaillent que sur l'émotionnel. Il y en a d'autres qui travaillent que sur le rationnel. Mais c'est le somme qui fait la presse. C'est pas un seul qui fait la presse. Deuxième chose, dans ces affaires criminelles, difficile de ne pas faire un peu, voire quand même de l'émotionnel, parce que qu'on le veuille ou non, on s'adresse à des gens, on s'adresse à des pères, à des mères de famille. Qui se projette, qui s'implique. Bon. La projection personnelle par rapport à ce cas, c'est inévitable. Ça ne veut pas dire que je cautionne, j'explique. Oui. Bon. Et ça, on ne peut pas l'enlever. non. Il y a l'émotionnel, mais il y a le traitement du rationnel. Le rationnel, c'est quoi? Y a-t-il eu manquement sur le suivi de l'affaire, de ce cas-là? C'est à la justice de répondre. L'émotionnel, c'est de pouvoir s'ériger comme juge et dire voilà ce qui a dû être fait. Avant que la justice... Avant que la justice se prononce. Bon. Mais est-ce qu'on peut, Là, on fait pas du est-ce qu'on peut Deuxième, avoir les deux en même j'ai temps? pas fini. Je pense que c'est ce qu'il va te dire. Hein, La deuxième chose, c'est que dans le panel des affaires, on s'aperçoit que ce qui va déclencher l'émotionnel et qui va déclencher l'interrogation, ce sont non pas un manquement, mais la quantité de manquements qui vont exister. Qu'on le veuille ou non, l'émotionnel participe à la réflexion et à l'établissement du rationnel. Il ne peut y avoir rationnel que s'il y a émotionnel à la base. Il n'y a pas rationnel sans émotion. Parce que tout ça, c'est de l'humain. Messieurs, que pensez-vous du fait que M. Raphaël Martin et 3 de ses colistiers aient démissionné? Trois ou plusieurs? 3 de ses Parce colistiers. qu'en réalité, allons dire que la liste a démissionné. Parce que j'ai essayé de comprendre combien. Oui, alors, moi, en gros, je crois qu'il doit rester à peine 2. Voici ce que j'ai lu de ce que tu as écrit. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas toi qui as écrit. Parce que moi, j'ai écrit, il était clair. Oui, voilà. Moi, j'ai compris que Raphaël Martin... Non, je n'ai pas entendu. Moi, non, je suis comme le macaque, je ne trappe pas, je ne vois pas. C'est pas clair. Raphaël Martin et 3 de ses colistiers ont démissionné du nouveau conseil municipal. C'est une synthèse. Hein. 4 nouveaux élus siégeront donc aux côtés des 2 qui n'ont pas démissionné. C'est ce que j'ai... Non, c'est pas le truc c'est pas l'édition de jeudi, ça. Le journal de jeudi, on a un truc plus précis, c'est qu'en réalité, sur la liste complète, il devrait rester exactement 6. Sur les 26 inscrits sur la liste, tout ça va s'éclaircir, puisque bon, on verra. il n'y aurait que 6 sur les 26 de la liste Martin. Il y avait 6 sièges. Bon, mais pour il y avait 6 élus. Bon, ok. 6 élus, il y en a 4 qui ont démissionné. Mais c'est pas cet aspect comptable que je veux... Non, mais tu as raison. On a l'explication d'abord. En réalité, toute la liste Martin, parce que s'il y a un qui démissionne, il y en a d'autres qui montent. Ceux qui devraient monter ont également démissionné. En conséquence, toute la liste a démissionné. Il ne devrait plus y avoir que 2, d'après ce que j'ai vu en comptablement parlant, il ne devrait y avoir que 2 représentants de la liste Martin du conseil municipal de Chemin. Dans l'opposition 6. Il y a 6 sièges. Voilà. Ok, il ne devrait y avoir que 2. Voilà. Alors, il faut... Mais Raphaël Martin a démissionné. En gros, la liste Martin a décidé de ne plus siéger au conseil municipal. Ouais. Alors, alors, la coïncidence faisait que ce jour-là, il fallait voter le compte administratif de la ville, qui présentait un déficit à reporter de 411 812,65 € pour la section de fonctionnement et un déficit à reporter de 701 420,21 € pour la section d'investissement sur un budget global de 11 407 000 €. Bon, peu importe la répartition. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation de cause à effet? Vous qui connaissez, toi qui connaissez bien les problèmes, et toi aussi, vous les deux là. Et dis qui est en train de rigoler de loin. Il y a du politique, parce que la défaite a été difficile à digérer. Oui. Bon. Elle a été difficile à gérer parce qu'en réalité, ils ont... Oui, c'est un euphémisme. Là, ça veut dire que, en général, les maires battus, ils ne siègent pas. Rares ceux qu'on démissionne. Ils ne siègent pas. Là, il y a une démission. Ça veut dire qu'on a voulu, politiquement, marquer un coup que, bon, les affaires, le peuple n'ayant pas donné satisfaction, nous n'ayant pas donné quitus, on ne va plus siéger. Malgré le nombre de suffrages qu'on va, on ne va plus siéger.
Politiquement, ça veut dire que comme M. Rafa a voulu avoir la mairie, qui se démerde avec la mairie, Oui. c'est plus notre problème. Et toi, tu fais une photographie, mais je vous demande votre avis sur ça. La vie, c'est quoi? C'est pas mon avis. Le Politique. problème, Enfin, le c'est fonctionnement démocratique. le fonctionnement démocratique voudrait qu'on se présente devant les suffrages des électeurs, on obtient un certain nombre de suffrages, on gagne pas. Voilà. Mais la règle démocratique, c'est qu'on a été élu. On a quand même été élu pour siéger. Voilà, c'est ce que je voulais La démission, c'est un refus de siège, refus de siéger, donc on refuse de participer à la vie de la commune, à la vie de la municipalité. Si mon pas chef, mon pas dedans. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. C'est une façon de voir. C'est-à-dire que le désaveu de la population qui s'est manifesté dans les urnes est un désaveu qui ne passe pas dans la conception qu'on estime qu'on devait avoir la mairie. Ok. Eddy? Ouais, moi, je vais plus loin. Quand vous sollicitez les votes, c'est bien ça, le suffrage de vos citoyens, c'est pas forcément pour gagner. On est d'accord. C'est pas forcément pour gagner. Vous sollicitez le suffrage. Donc, vous dites aux citoyens, si je gagne, je vais mener ma politique. Si je ne gagne pas, je vais jouer mon rôle d'opposition. Vous ne lui dites pas, si je perds, je démissionne. Il vaut mieux le dire. C'est pas dans votre programme. Il vaut mieux le dire, ok? Donc, moi, je dis, très concrètement... Non, mais vous ne pouvez pas le dire, parce que si vous le dites, on ne Non. Vous dites très clairement, je suis là pour la victoire. Et si vous ne m'élisez pas, je démissionne. Il y a des gens qui font ça. Hein. Il y a des gens qui disent... Et ça marche. Et ça marche. Oui. Ça a le mérite d'être transparent. Par contre, quand vous sollicitez pour dire... Si je gagne, je vais diriger les affaires. Si je perds, je vais jouer mon rôle d'opposition. Et que vous démissionnez, vous trahissez le vote. Vous trahissez le vote. Très bien, c'était bien comme ça, pas plus. Michel? Je te remercie de me limiter dans mes effets. Moi, je pense qu'il faut d'abord, le grand journal aurait dû interviewer Martine. Ça a été fait, monsieur. Alors, ça a été je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu Non. d'explication Cohérente. cohérente. Je lui ai envoyé une lettre Sur la démission? sur la démission. Ça n'a pas été fait. ben, Parce que la démission est effective que depuis Non, 2 mais- jours. Bon, Ça viendra. avant de faire des commentaires, il serait intéressant de connaître quelle est l'analyse. Bon, moi, j'ai entendu des choses. Que, contrairement au poisson d'avril que nous avons commenté grassement, avec un rire très gras, ici, Un peu distingué, tu veux dire, continue. très distingué. Il semble bien qu'il y a un problème de contestation du vote sur le nombre de procurations, donc sur la légitimité de l'élection. Bon. Et puis, il y a le fait que un des éléments de ce scrutin, c'est la promesse, contre une petite commune de 11 millions, qui a un petit budget de 1 million, qu'on a dit à la clé du côté de Plateau Roi, si les positions sont élues, eh bien, on va résoudre les problèmes de déficit. Bon. Donc, mais oui, nous ne sommes pas que des observateurs, nous ne sommes pas comme Sirius. Nous ne sommes pas sur le mont Athos, comme les dieux de l'Olympe. Oui, mais alors, ça veut dire que puisque la région a promis à une équipe plutôt qu'à l'autre, Oui, celle à qui la tu peux promesse... estimer que le scrutin a été en grande partie faussé, d'autant que s'il n'a pas eu pu avoir les concours qu'il aurait pu avoir avant. Je crois que l'électeur s'occupe de ça et ça suit le budget, le compte... Non, mais lui, Martine. l'élu. Oui, l'élu. Alors, ceci dit, ce ne sont là, moi aussi, que ce sont des supputations qui valent autant celles que mes deux confrères qui ont parlé là. Je ne dirai rien. Tu n'as vu rien là-dessus. Est-ce que bon, on va laisser Marc. Non, en revanche, juste pour revenir sur le déficit, cela veut dire que ce compte administratif qui a été voté par la majorité actuelle, elle a dû voter un compte administratif en déficit qui n'est pas le sien. Oui. Bon. Avec un audit dans les... Cela laisse supposer que l'équipe sortante, donc l'équipe Raphaël Martine, au moment où la décision d'annuler les élections et de recommencer a été prise, n'imaginait pas devoir faire son compte administratif avant les élections partielles, estimant qu'ils avaient encore des chances d'être réélus. Et il est vrai qu'à l'époque,
peut-être que tous les observateurs de Saint-Pierre imaginaient que Martin allait être réélu. Donc il y a eu une erreur technique de ne pas faire ce qu'on administratif avant. Ceci étant, les 700 000 et quelques euros de déficit, nous avons inscrit dans le budget que... 700 000 plus... 700 000 plus. Ça fait 1 million. 1 million. 1 million. 1 million d'euros. Sur 11 millions. Sur 11 millions, ça, je ça crois... C'est au-dessus de 5%. Non, ça veut dire que... C'est une commune qui aurait dû être mise en dessous du tutelle. Oui. C'est pas négligeable. Sous tutelle. Elle va l'être. C'est ce que je voulais mettre en... Elle va l'être. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va... Oui, on va l'être. Il n'y a pas, ce ne sera pas la première, il y en a déjà, il y en a une. Qu'est-ce qu'il est pris dans la situation? Mais cela veut dire aussi que ça peut poser la question de... Michel a parlé des aides de la région, mais la région n'a jamais permis à une commune de combler son déficit. Tout à fait, c'est pour un investissement. Ils n'interviennent pas en fonctionnement. Ça, qui dit fonctionnement, il y a un problème de recettes. Mais la présentation, la manière de présenter quand même le compte administratif, pour être moins dans 2 collectivités, il y a des acrobaties. Subtilité, on dit. Des subtilités qui permettent de ne pas atteindre soit le déficit, soit les 5% fatidiques. Je vais en citer une. Ouais. C'est de cacher les factures fournisseurs dans les tiroirs. Non, mais c'est pas une. Oui, il y en a plein. Non, mais je cite celles que les... Tu les fais pas. Que les téléspectateurs... Tu les comptabilises pas. Voilà, que les téléspectateurs, notamment les chefs d'entreprise, doivent savoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas payé, c'est aussi parce que certaines factures dorment dans les tiroirs, ne sont pas transmises au service financier pour être payées. Alors que dans le privé, si tu fais ça, c'est une présentation de faux bilan. Exactement. Messieurs, est-ce qu'en parlant de faux, on laisse M. Le Pen avec ses lingots en Suisse, on ne s'étend pas là-dessus? Toute forme de publicité pour M. Le Pen est malvenue. Classement des pays heureux, la Suisse numéro 1. Tu nous le donnes régulièrement, ça. Tu adores ce genre de classement. Bon, la Suisse, ça va, ça devient le leitmotiv. Ouais. Mais la fois, c'est 29e. Mais on te dit qu'on n'est pas heureux, on t'a déjà dit ça. La Suisse, c'est passé comme ça, passons 7 millions d'habitants, voilà. Bon, donc ça vous fait rien d'être 29e. La Suisse n'a pas le Mont Ventoux, ils n'ont pas l'Auvergne, ils n'ont pas les fromages, voilà. Donc nous, bon. Il n'y a pas ni monde. Et en plus, il n'y a pas ni monde. Il n'y a pas ni monde. Non, mais je n'ai pas dit la vente, j'ai dit qu'elle est de la France. Parce que nous, on est heureux. Non, mais messieurs, pour pouvoir, dans ce que vous compreniez, c'est que pour pouvoir vaincre cette pesanteur, se sortir de cette gang pessimiste et négative qui pèse sur nous. Moi, toute la nuit, avec mon MP3, écouter RTL et tout, puis entendre que faut que nous n'y carnaval, faut que nous n'y crabe, faut que nous n'y etc. Et puis toutes les choses dont vous parlez avant l'émission, messieurs, quand tu n'es pas là, et dont je ne fais pas le rapport. Est-ce qu'on peut insister sur le fait qu'on est heureux? Et je veux le montrer. Oui, c'est là que je veux y venir. Parce que les autres sont malheureux et nous, on en parle. Je veux dire, on nous en parle. C'est-à-dire, on allume la télé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de nous dans le monde? Non. Non. Personne ne raconte. On ne parle de nous quand il y a une catastrophe. Mais voilà, donc en dehors du temps, non, mais c'est clair, on est tranquille. Parce qu'on est heureux, c'est pas la peine, on sort. C'est un corps sous malheureux. Alors, faut être... Avec la France, quoi. Je reste poli. Une petite note. Vous avez qu'on la France. Oui, voilà, c'est ça, on va retenir ça. On s'est un peu sérieux, parce que Non, Gabriel, là, vraiment, il y a une espèce de proximité totale dans la réflexion. Et tu sais que les hommes politiques devraient prendre ça pour répandre dans la population cette idée que finalement, les mecs, regardez, observez, et puis faites un bilan. Hein. Alors moi, avant que tu passes la parole. Les grandes inventions de la maternité et la protection infantile ont été imitées de la Martinique, qui ont été, ça fait une trentaine d'années, récupérées par la France. Le SMA est en train d'être récupéré par la France. Le chikungunya a été récupéré. C'est pas ça. Mais nous pouvons mettre au point bas. La CTM, voilà. Donc, la collectivité territoriale de Martinique, est étudiée par de nombreuses régions. Il faudrait peut-être qu'on insiste pour dire que la collectivité territoriale de Martinique, qui va être installée au mois de décembre, c'est un produit local, réflexion locale, et que ceux qui disent ça à quoi, ça servira à quoi, commencez pas à garder que c'est tant avant que vous commencez à dire qu'est-ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Il va faire de la politique. Je le sens qu'il va faire de la politique. Je fais de la politique. Pour conclure sur notre prégnance et notre force, c'est un produit que nous mettons au point pour être exporté vers l'Hexagone. Évidemment. Voilà. Messieurs, les Français sont contre. Tu voulais parler de quelque chose, Michel? Non, je voulais simplement dire que. Et je sais qu'il est heureux. À propos de la notion de bonheur,
Ce qui rend les Français moroses, moi je crois que c'est parce que c'est un des pays européens où les inégalités sociales sont plus élevées. C'est ça qui rend. Parce que oui, les inégalités. Les inégalités sont là. Pas plus que dans les pays du Sud, plus que dans les pays du Sud. Plus que dans les pays du Sud. Les plus riches sont plus riches en France. Et les plus pauvres sont plus pauvres. L'Observatoire des inégalités vient de sortir. Et nous en Martinique, oui. En plus, on a un indice de Gini qui est encore plus défavorable dans les départements. On est le 3e département de France pour les plus grandes inégalités. C'est ça qui rend les gens malheureux. On a fait une émission, ça fait quelques mois là-dessus. J'aimerais ajouter une couche sur, effectivement, les gens malheureux. Mais je crois que la France, on parle de l'Hexagone, hein, on est bien d'accord. Non, il parlait de la Suisse. Il voulait nous emmener de la Suisse. Non, mais moi j'aimerais parler de la France. Non, la France et de la Martinique. Il y a la France et puis la Martinique. Je vais vous citer un exemple que j'ai vécu il y a 24 heures. J'avais en face de moi le directeur de l'établissement public foncier de Clermont-Ferrand. Et il présentait ses résultats, il dit « Nous avons acquis 4000 hectares. » Donc on a acheté 4000 hectares et on a travaillé sur 900 communes. Regardez, mon gars m'a dit « 900 communes !» Il m'a dit « Ça rend les choses très compliquées. » Il m'a dit « Eh bien, nous, on en a que 34. » Et ça va beaucoup mieux. Parce que j'imagine, donc la couche que je voulais rajouter, c'est ça. Si cette espèce de fragmentation spatiale, géographique d'un pays qui rend les choses extrêmement compliquées. C'est Bougaka Goumet, Antio, pour des communes de 60 habitants, 120 habitants. Tu imagines sans compter les volcans. Sans compter les volcans, sans compter les pays. La France a une révolution que nous avons effectuée et on n'a plus à la faire. Une révolution de remembrement, de rationalisation de ce pays. De suppression des millefeuilles. Messieurs, parlons de la France, notre pays bien aimé. Un sondage d'opinion noué pour LCI, entre autres, à la question suivante. L'Union européenne doit-elle débloquer des moyens supplémentaires pour accueillir les migrants? On n'en a jamais parlé, on passe sur ça, nous, on est vraiment loin de la France. Fuyant les zones de conflit en Afrique et au Proche-Orient? Oui. Donc plus de moyens, 39%, non, 59%. Ils sont méchants les Français. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. À la semaine prochaine avec autant d'humeur, d'argent et d'optimisme. Il a fait des victimes. Il a fait contre sa chute.